Même si le RPG a occupé le plus clair de mon temps passé devant l'ordinateur familial, le jeu de stratégie en temps réel ne vient pas loin derrière, s'il n'est pas devant. Que ce soit Age of Mythology, Empire Earth, Empire at War ou encore Warcraft 3 et ses innombrables jeux dans le jeu proposés par le multi pour ne citer que, j'ai un pédigré et une passion aussi importante pour ces simulations de bataille nerveuses addictives entre planification, placement intelligent et micro-gestion que pour le RPG à grande aventure. C'est d'ailleurs pas si étonnant, le jeu de stratégie puisant directement source dans l'univers aussi riche que fascinant du wargame, ces jeux de figurines tactiques au gros livre de règles qui sont eux-mêmes les ancêtres directs rien de moins que du jeu de rôle papier. C'est donc pas surprenant de voir que les passerelles sont si nombreuses entre ces deux familles du jeu vidéo. Nombreux sont les studios à être passés d'un genre à l'autre, à s'échanger des mécaniques, des moteurs de jeu ou des idées et à évoluer main dans la main, jusqu'à s'hybrider pour donner parmi les tout meilleurs jeux de leur génération. Ah, et même jusqu'à créer des genres de jeux qui, aujourd'hui, rassemblent des foules par milliers. Mais lorsque je pense à ce tandem harmonieux entre RTS et RPG, je ne peux m'empêcher de songer à une licence qui a merveilleusement su marier le meilleur du jeu de stratégie en temps réel et l'excellence narrative propre au RPG à travers une histoire longue de 20 ans et qui, par miracle, continue de vivre activement aujourd'hui. Cette licence injustement peu traitée en francophonie et pourtant si fascinante et dépaysante porte le nom de Spellforce et c'est pour lui rendre hommage que je lui consacre cette rétrospective de tous ses jeux et ses extensions. À vos pierres des âmes et vos ouvriers de la rune, et bienvenue dans XP. Dans les petits locaux du studio Blue Bytes en Allemagne à Mülheim, un seul sentiment règne, la panique. Durant l'année 1998, l'éditeur compte sur sa licence phare pour faire rentrer de l'argent dans ses caisses, fleuron du jeu vidéo allemand, à savoir The Settlers, un jeu de gestion à la SimCity rencontrant un succès international. Le problème, le studio se vide de ses employés, partis fonder d'autres boîtes et il faut absolument mettre en chantier une suite. On rappelle donc en urgence le fondateur de la licence qui a codé tout seul et en assembleur les 700 000 lignes de code du premier The Settlers pour travailler sur ce troisième volet. C'est le seul bonhomme à même de développer rapidement et dans l'esprit de la licence un troisième volet de qualité pour sauver le projet. Et cet homme, c'est Volker Wertig. Volker Wertig, c'est un des développeurs les plus balèzes et productifs de l'industrie du jeu vidéo allemande. Créateur du puzzle game culte des années 80 Emerald Mines pour Amiga et Atari ST, il accepte de revenir sur The Settlers pour concevoir en un temps éclair le troisième volet, alors qu'il avait refusé de faire le second en raison d'un calendrier trop serré, le vite fait bien fait, ça a ses limites. Bon, ça lui a pas trop mal réussi car tout le monde s'accorde à dire que The Settlers 3 est le tout meilleur opus de la licence, en plus d'être un grand succès international. Souci, Volker est épuisé et apprend avec stupéfaction que l'éditeur Blue Bytes souhaite réaliser un quatrième opus dans des délais tout aussi ridicules. Le foutage de gueule est bien présent et vous avez bien raison de le penser car ce dernier prend son baluchon et décide de se tirer de cette entreprise, qu'il se démerde avec leur Settlers 4. Désormais indépendant, il prend l'initiative de faire sa tambouille avec une idée en tête, prendre le temps de faire d'excellents jeux de stratégie via une société qu'il a fondée il y a maintenant 1 an dans la charmante bourgade de Ingelheim, portant le nom de Phenomic Game Development. 5 anciens de chez Blue Bytes le rejoignent dans son aventure et s'attellent à poser les bases d'un jeu de stratégie de fantasy, prenant pour inspiration les meilleurs du genre. Warcraft 3 Reign of Chaos. Avec l'arrivée de la 3D, le jeu de stratégie en temps réel, ou RTS, est sur une pente descendante et le studio compte mettre un coup de fouet au genre en proposant un jeu très ambitieux s'articulant autour de héros pouvant évoluer comme dans les meilleurs RPG. L'idée, c'est qu'un simple passage à la 3D et de beaux graphismes ne vont pas faire revivre le genre, mais un vrai sentiment de progression issu du RPG aiderait à créer une nouvelle formule, voire un nouveau genre de jeu sur lequel le studio communique, le HRBTS. Bon, un RTS basé sur les héros quoi. Bon, Warlords Battlecry l'avait déjà fait avant, pas besoin de se la raconter. Ambition, développeur compétent et idée novatrice, il n'en faut pas plus pour attirer l'attention des éditeurs et ce sont les Autrichiens de chez Joe Wood, forts de leur gros capital en bourse, qui apportent leur soutien au projet et offrent à Phenomic un long temps de développement de 4 ans. Possédant les droits du Crass Engine, le moteur 3D utilisé sur le très joli Aquanox, Phenomic profite de ce bijou en termes de graphisme et d'effets visuels et décuple donc ses ambitions.
expansion. Bon, le RTS de Blizzard de Warcraft 3 est en route, mais aussi leur projet de MMO qui se fait attendre, World of Warcraft. Alors autant mettre les potards à fond et envisager de faire de ce nouveau jeu rien de moins qu'un énorme MMORPG budgété à 3 millions d'euros. Spellforce est donc mise en chantier avec comme référence tout ce qui se fait de mieux en RTS, en RPG et en MMORPG à l'époque. Il y a du StarCraft, du Heroes of Might and Magic, du Neverwinter Nights, du Dungeon Siege et du EverQuest. Les 30 employés de la boîte ne se refusent absolument rien, même pas... de la motion capture. C'était la mode à l'époque. Alors bon, ils se refusent rien jusqu'à ce que Joe Wood se retrouve dans une situation financière bien précaire, parce que... Ça baisse, mais régulièrement, quoi. Ça, c'est clair. Ouais, si vous avez vu ma vidéo sur Gothic, vous êtes pas dépaysé. Gros coup dur, hein, surtout qu'une version du MMO développée depuis 3-4 ans est déjà bouclée et même jouable, hein, et Phenomic doit restructurer son titre en quelques mois pour revoir les ambitions à la baisse, jusqu'à même abandonner cette idée de MMORPG et revenir sur l'idée initiale, un gros jeu de stratégie mixé avec des composantes RPG. Et du boulot, il y en a, hein, 100 modèles d'ennemis différents, des tas de maps à retravailler, un système de jeu ergonomique click and fight jouable uniquement à la souris et une très grande variété d'échelles à gérer avec une caméra qui peut zoomer très près. Phenomic boucle comme ils peuvent les derniers détails, animation, cinématique, musique et sound design. Et finalement, Spellforce The Order of Dawn est publié le 28 novembre 2003. Spellforce démarre en grande pompe avec une cinématique épique avec une voix off qui nous explique que de puissants mages se sont livrés une terrible guerre. Grosse bataille finale en plus d'un duel de mages assez impressionnant, le monde se fracture, puis le jeu commence. Un archimage vient nous invoquer depuis un monument et... Convocation ? Greffel ? Darius ? Quoi ? Non mais un peu de contexte s'il vous plaît. Allez hop, le wiki, je ferme mes devoirs. Ok, alors c'est trop stylé. Spellforce prend place dans le monde de EO, divisé en 3 continents, peuplé d'hommes, elfes, nains, orques, trolls et elfes noirs. Le monde est jusqu'ici soumis à une terrible guerre entre la lumière et l'obscurité, et un groupe de mages, le Cercle, s'est alors formé pour réaliser un rituel visant à éradiquer ce conflit. Pour cela, il crée les guerriers de la rune, des chefs de guerre immortels liés à des pierres pouvant invoquer d'innombrables armées. Le Cercle finit par exécuter leur gros rituel, mais celui-ci échoue et fracture le monde en plein de petits morceaux éparpillés un peu partout. Rohan, un des mages du Cercle, décide alors de créer un réseau de portails magiques pour relier toutes ces régions entre elles, et met en place une armée, l'Ordre de l'Aube, chargée de veiller sur la paix et l'ordre de ce monde métamorphosé. C'est cool. Et on démarre là. On incarne un de ces guerriers de la rune 8 ans après tous ces événements que Rohan missionne pour enquêter sur une mystérieuse invasion. Bon, assez vite, le sombre, un autre magicien du cercle encapuchonné, nous paralyse et mandate un assassin de livrer une boîte contenant des plans de guerre à un groupe armé. Ah, accessoirement, de nous assassiner. Très bien. Alors, meurs. Support unique. Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. On repart avec la boîte que seul un autre mage du cercle peut ouvrir. Évidemment, le héros se doute qu'il s'agit d'un piège, l'assassin étant en mousse, et on décide à la place de... Je cherche Rohan. Il est en grand danger. Quoi ? Si c'est le cas, ne perdez pas de temps. Allô ? Faut connecter 2 neurones un moment en fait. Hein. Bon, on est parti aller chercher Rohan en remontant sa trace et combattre des armées de brigands à travers 6 maps interminables. Quand on lui explique la situation, il nous ordonne de détruire le coffre et il nous traite d'abrutis. Ben non. Ça se passe pas du tout comme ça, non, spoiler, Rohan ouvre le coffre, le mage masqué se TP et le tue. Bande de demeurés quoi. Par contre nous, il nous libère. Retournez dans votre ordre maintenant. Allez, on se ressaisit et on se met en quête de la pierre du Phénix, un puissant artefact pouvant vaincre ce mage corrompu. On traverse des hordes de maps garnies de morts vivants, offrir un masque magique surpuissant au fantôme d'un mage maléfique, hein, c'est une très bonne idée ça. Mais bon, c'est le résultat qui compte, et puis on met la main sur la pierre du Phénix après avoir rassemblé 4 fragments, oui, et on trace vers les lignes ennemies pour une dernière grosse poignée de maps accompagnée des forces de l'Ordre de l'Aube bien affaiblies. On va vaincre le dirigeant d'une armée maléfique mécanique, puis, spoiler final, on arrive face au mage encapuchonné qui s'avère être... Rohan ? Vous ? Mais... Hein ? Attends. En fait, c'est Rohan jeune, celui qui a fait la convocation, le rituel là, et il a fait tout ça pour ouvrir un portail vers le passé, réessayer les rituels. Sauf qu'en traversant le portail, il lit un bouquin de son lui du futur, devient vieux à son tour et se ravise, et c'est la fin. Pause. Du coup, dans cette timeline, la convocation, elle a eu lieu. Donc dans la cinématique de début, c'est le jeune Rohan devenu vieux qui va s'arrêter lui-même dans le passé pour faire le rituel. Attends, mais ça veut dire que le jeune Rohan échoue à arrêter le jeune à chaque fois ? Genre en boucle ?
Et pourquoi il veut pas que le jeune Rowan lise le livre tout de suite, là, si ça l'a ravisé dans le futur? Mais c'est pas... Enfin... Spellforce The Order of Dawn, c'est un de ces jeux qui tentent de marier le sentiment de progression et la liberté du RPG avec la richesse tactique du jeu de stratégie en temps réel. C'est une expérimentation assez unique, hein. Full 3D, full doublage, des dizaines et des dizaines de maps dans une campagne du plus d'une quarantaine d'heures, avec des tas de missions secondaires et de loot à collecter un peu partout. Mais partons de la base, car on peut pas parler de Spellforce comme de n'importe quel RPG traité dans XP, et pour ça, on va parler du cœur du jeu, les maps. Une map de Spellforce se compose de tas de ressources, de quelques marchands pour revendre le loot et de monuments, ceux des héros pour avoir des compagnons et ceux des races divisées entre le bien, homme elfe nain, et le mal, troll orc elfe noir. On peut capturer ces bâtiments grâce à un guerrier de la rune, un personnage que vous avez préalablement créé avec des stats qui évoluent avec l'XP des ennemis tués et des quêtes complétées. Vous suivez ? Maintenant, chaque race possède des unités et des bâtiments à produire, mais il faudra d'abord trouver les plans de chacun dans des coffres répartis entre les régions, ou à acheter chez des marchands. Oui, si comme moi vous avez pas trouvé le plan de genre la mine, démerdez-vous. Et ensuite, c'est un RTS assez classique, plutôt léger, avec peu d'unités, et chaque race a une particularité. Les hommes produisent de la nourriture en continu, les elfes peuvent faire pousser des arbres, les unités naines gagnent de l'XP, les trolls recyclent les cadavres en bouffe, vous avez compris. Avoir de vraies factions différentes et pas des copies avec une ou deux unités en plus, c'est assez bienvenu. Et le design des maps, il est tellement cool. Très vertical, les cartes ne sont ni des couloirs pour le mode histoire, ni labyrinthiques. Blindés de coffres à trouver, de camps ennemis à nettoyer, de raccourcis à emprunter et de trucs à découvrir. Le monde de Spellforce se révèle à 99% par l'exploration active. Et surtout pour 2003, c'est vraiment chatoyant. L'idée d'incorporer un mode troisième personne en un clic pour se mettre à la hauteur de son personnage, c'est fantastique. On navigue entre les deux échelles et on se sent puissant, accompagné de notre armée, et petit par rapport à ce monde monumental. D'autre part, le personnage est le deuxième cœur battant du jeu. Si la gestion du héros est celle d'un Diablo-like très épuré, on a le droit à des arborescences de dialogue, des quêtes secondaires longues et parfois surprenantes, un monde ouvert libre et surtout un doublage intégral pas avare en pépites. Testez la compétence Berserk en sélectionnant votre personnage. Il y a des marchands à qui vendre le loot, acheter des sorts et des possibilités de build vraiment cool. Surtout que l'armée qui nous accompagne est d'une vraie utilité. Vaincre les ennemis un par un est déjà très long et surtout ne rapporte que peu d'expérience, vu que les troupes peuvent plus massivement nous aider à pexer. Et puis, même si c'est tarabiscoté comme pas permis, l'histoire est pleine de rebondissements, avec une moralité bien grise et un univers qui donne très envie d'être exploré, malgré un peu de lore dump, l'overdose d'informations à assimiler au début, qui peut un peu rebuter. Sur ça, Spellforce est un titre absolument unique, et c'est le principal aspect qui m'a immédiatement accroché, en plus de tous les détails qui faisaient un gros effet waouh à l'époque. Le cycle jour-nuit, la faune dynamique, texture jolie, effet de lumière, etc. Et chaque map de la carte principale a un petit twist qui change de la monotonie habituelle. Là, petite zone à sécuriser, là c'est des gardes à pas alerter avant un certain point, là c'est des gorgones à esquiver pour progresser, toujours avec cette alternance entre map de RTS avec bâtiments à construire et map de RPG avec village, quête et voyage d'un point A à un point B. Ça vous a donné envie tout ça, toutes ces possibilités et ce sentiment épique? Allez donc on lance et à l'aventure! C'est le défaut majeur de ce premier Spellforce, ouais. Les RTS d'il y a 20 ans, c'était pas le même rythme que ceux qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Même pour l'époque, le jeu est d'une lenteur assez effarante. Les maps sont gigantesques, le personnage est lent, et surtout, la construction de sa base et de son armée est molle à crever. Genre, dites-vous que le seul bâtiment qui produit les unités, c'est le monument principal. Le seul, un seul par race, armée et ouvrier. Donc si vous comptiez produire des files de soldats à balancer sur le camp ennemi, ravisez-vous bien. Et puis, tant qu'à y être, la courbe de progression n'a absolument aucun sens, et par-dessus tout, les adversaires de la quête principale n'ont pas de base. Tant qu'ils ont un bâtiment debout, ils produisent automatiquement des unités à l'infini. Ils n'ont pas d'économie, pas de points faibles, juste faut bourriner, et vu que les armées sont pas mal limitées en nombre, en instructions à donner, et on va se fracasser en boucle sur des défenses. Ouah, mais je vais y passer combien d'heures sur cette base ? Bon, et c'est sans parler des petits tracas. Si les musiques sont magnifiques avec ces envolées épiques et ces mélodies qui rentrent dans la tête, le fait qu'elles s'arrêtent brusquement pour rien, nous laissant avec des bruits surmixés de la nature, et que la musique des combats giga orchestrés nous tabasse les oreilles au moindre scarabée,
Ah mais pas quand on tape un bâtiment de guerre par contre, hein. Faut croire c'est une activité relaxante. C'est des détails hein, mais j'ai vite tout coupé dans les menus. Et puis mine de rien, pas mal de bugs et de plantages viennent alourdir les parties. Au bout de 20 ans, on est en droit d'attendre une version stable. C'est le propre de ces expérimentations très ambitieuses qui agit comme un buffet à volonté. Le gameplay semble extrêmement riche et c'est en surface le cas, mais le titre manque vraiment de minutie. Genre l'IA c'est vraiment désolant. Si le pathfinding des unités est plutôt bon, en full 3D et en 2003 c'était pas gagné, mais genre... Mais attaque, tout le monde combat sauf toi, t'as une épée niveau 15, mais va combattre! Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais toutes les unités ciblent les ennemis automatiquement, sauf le héros qu'on est obligé de micro-gérer toute la partie. Ça va que la plupart du temps c'est faisable, mais parfois c'est juste l'overdose de trucs à penser en même temps. Ajouter les unités qui s'arrêtent en plein chemin dès que leur cible est tuée, malgré ses quelques défauts, Spellforce The Order of Dawn a ce charme unique. Un RPG massif comme un RTS généreux, mais avec pas mal de maladresse, que ce soit techniquement, voire dans la structure même du jeu. C'est une mixture étrange, mais qui vaut largement la peine d'être essayée, rien que pour son univers intéressant et ses longues quêtes complexes, jamais vues dans un jeu de stratégie et avec ses 2 longues extensions. Et ce rythme lent, ces décors immenses, parfois cette ambiance sombre avec des universités abandonnées et ce monde éparpillé, ça a un vrai cachet, dépaysant et contemplatif qui mérite d'être éprouvé. Attends, mais si le premier Rohan jeune devenu Rohan vieux a construit les portails, qui est le premier Rohan jeune qui est retourné dans le temps? Et c'est quel Rohan vieux qui échoue à l'arrêter? Mais alors... Avec ses plus de 100 000 disques vendus en quelques mois rien qu'en Allemagne, The Order of Dawn constitue un succès retentissant pour Phenomic et Joe Wood. Même si le doublage anglais est assez moyen et que l'exécution est pas mal critiquée, l'équipe se penche vite sur un Spellforce 2 validé par l'éditeur, mais également une grosse extension baptisée Breath of Winter. À peine 7 mois de développement pour façonner une aventure d'une 20aine d'heures, un mode coop et un éditeur de cartes, de quoi entretenir la flamme du succès de Spellforce 1. Un peu de communication bien année 2000, sérieux j'aurais pu mettre ce wallpaper dans mon forum RP à l'époque, et Spellforce Breath of Winter est ainsi publié le 25 juin 2004. Breath of Winter nous fait incarner un tout nouveau personnage qui doit faire face à l'éveil d'un dragon de glace millénaire menaçant d'englacer le monde, quoi. L'histoire à base de trahison et de rencontres avec tout un tas d'autres peuples a un ton plus marqué et moins tarabiscoté que The Order of Dawn, et un rythme plus soutenu avec une histoire plus courte. Ce qui fait que je vous conseillerais plutôt de commencer Spellforce 1 par cette extension qui réserve pas mal de surprises, de bons designs et de personnages marquants. L'aventure n'est pas corrélée à celle de The Order of Dawn et ne lésine pas sur le lore. C'est donc une excellente porte d'entrée dans la série. Reçu très positivement, Phenomic continue sur sa lancée en assignant sa seconde équipe en parallèle d'un Spellforce 2 en pleine pré-production sur une seconde extension ayant pour mission de tourner la page de ce premier opus avec de nouveaux sorts, objets, maps et créatures. Pas beaucoup plus d'infos trouvables en ligne et c'est donc le 12 novembre 2004 que Spellforce Shadow of the Phoenix est publié. Shadow of the Phoenix se déroule après les 2 extensions et nous permet d'importer au choix le héros de The Order of Dawn ou le héros de Breath of Winter. L'extension a pour ambition de conclure l'arc narratif entamé par le premier jeu en ramenant à la vie le mage du cercle Okana qui en a donné le masque maléfique. Vous savez, j'avais prévenu que c'était une idée de merde. Il s'est mis en tête de ressusciter tous ses copains magiciens pour devenir le dieu de la mort. À nous donc de l'arrêter en se rendant sur le dernier continent inexploré de Eeo avec l'aide de puissantes dryades. Selon moi, c'est une conclusion très satisfaisante qui met tous les potards épiques à fond, un bon rap de quêtes qui trouve des conclusions à un paquet de trucs en suspens depuis The Order of Dawn. Définitivement une très bonne entrée et une extension généreuse comme on les aime. Shadow of the Phoenix reçoit un accueil positif de la part des fans de cette nouvelle licence, mais un peu plus mitigé concernant la presse. 2005 arrive et quelques concurrents commencent à proposer des titres bien plus beaux et modernes. Et ça tombe bien car dès 2003, Spellforce 2 est en chantier, à côté d'un autre jeu de pirates finalement abandonné. Celui qu'on nomme Spellforce 2 Blend of Perfection, original comme nom, compte améliorer les mécaniques du premier opus, son IA, son système multijoueur et l'enregistrement d'une vraie grosse bande originale à l'orchestre de Gera Altenburg, histoire de pas faire les choses à moitié. Le moteur crasse est dégagé pour créer en interne un moteur maison comportant un paquet d'améliorations graphiques et la direction du jeu est largement celle de la simplification. Moins de ressources, 30 minutes maximum pour construire une base complète, moins d'unités et moins de bâtiments, le tout bien mieux équilibré. Et pour le coup, si le patron du studio Foycar Vertige n'avait pas écrit une seule ligne de code depuis The Settlers 3, il met ici la main à la pâte en travaillant activement sur le système de pathfinding des unités. Côté Joe Wood, Spellforce devient une vraie licence juteuse et on prévoit
la totale, hein. Édition collector, jeu de cartes, trilogie de romans, en somme, on veut en faire le Warcraft allemand, voire dépasser Blizzard. D'abord prévu pour Noël 2005, la sortie de Spellforce 2 se voit repoussée et renommée Shadow Wars, c'est un peu plus vendeur. Spellforce 2 Shadow Wars donc est publié le 7 avril 2006. Spellforce 2 Shadow Wars se déroule exactement 20 années après les événements de Spellforce 1 et on nous plonge dans la peau d'un ou d'une Shaikan, des espèces de vampires draconiques qui ont le pouvoir de ressusciter les morts en leur donnant un peu de leur sang. Belle cinématique d'intro où une elfe noire perd son papa dans une grande guerre, mais de notre côté, on mène une vie paisible quand notre région est attaquée par d'étranges elfes noirs possédés par des démons, histoire de faire dans l'originalité, et c'est donc accompagné de Chantenuit, pas celle-ci, celle-là, que nous allons quémander l'aide des humains, des nains et des elfes en rendant tout un tas de services malgré la sale réputation de notre peuple d'origine. On parvient à repousser les armées démoniaques, mais tout le monde a été massacré, et notre chef, le dragon Ur, a été fait prisonnier. On tabasse cette espèce d'abomination là, que ça lui sort toutes ses bouches, et nos alliés de la lumière n'acceptent pas de pourchasser l'ennemi jusque sur ces terres. Qu'à cela ne tienne, c'est vers les armées orques, trolls et barbares qu'on va se tourner. On se met en quête d'artefacts permettant de rejoindre l'ennemi, genre oracle, feuille de lénia, anneau et miroir. Bon, on finit par y arriver, on se fait capturer, et Sorvina, notre adversaire... Tout le monde est à moitié à poil dans ce jeu ou c'est moi ? C'est la guerre, hein, protégez-vous. Eh bien, elle se sert de notre sang pour décupler sa puissance. Une fois libérée, on trouve un moyen de se téléporter dans la forteresse ennemie et après une bataille beaucoup trop difficile, on triomphe de Sorvina. Les armées adverses sont défaites et la malédiction de notre peuple est désormais levée. Spellforce 2 Shadow Wars, c'est une nouvelle tentative de mixture du RTS et du RPG avec des consolidations de son grand frère, tout en les épurant au maximum. Donc comme c'est un jeu hybride, on va avoir ces deux composantes l'une après l'autre. Côté RPG, fini la création de personnages. Enfin, esthétiquement si, mais place à un niveau 1 commun qui évolue en fonction d'un très sobre arbre des talents. Il débloque un paquet de pouvoirs actifs au fur et à mesure des niveaux avec un peu de choix et... C'est bloqué. Bon, pas tant de choix que ça, vu qu'on doit débloquer les talents dans l'ordre. Autant dire que c'est compliqué d'avoir la richesse des builds du premier jeu. Mais bon, les magiciens sont vraiment fun à jouer avec leurs gros effets de zone, limite les guerriers sont rincés à côté, et ajoutez que la gestion d'équipe a grandement été améliorée, chaque compagnon gagne en niveau et on peut faire de vraies stratégies. Car l'interface est sensiblement meilleure avec des pouvoirs faciles à accéder. Genre quand on sélectionne un héros, on a les pouvoirs de zone et les buffs accessibles en macro là-haut. Et si on sélectionne un adversaire, on a accès à tous les pouvoirs le ciblant. C'est intelligemment conçu, surtout quand on peut enfin convoquer les autres compagnons près de son héros. Et plein de détails dans le genre, l'expérience utilisateur est franchement plus agréable que dans le premier opus. Côté RTS, c'est la même. Déjà, le rythme de jeu est, comme le veut la tendance en 2006, bien plus nerveux. On sent que Warcraft 3 est passé par là. Les bâtiments se construisent plus vite, les ressources passent de 7 à 3, comme ça on s'éparpille un peu moins, et on peut enfin saper les bases ennemies efficacement avec tout un tas d'unités uniques aux 9 races jouables dans les 3 factions. Hommes, elfes, nains, orques, trolls, barbares, elfes noirs, ombres et gargouilles. Autant de la chair à canon que des titans intuables, beaucoup d'options permettent de battre les adversaires, genre inonder l'ennemi de milliers de soldats, attendre d'avoir des griffons magiciens volants, faire des assauts éclairs de cavaliers. C'est un RTS déjà un peu à l'ancienne, mais qui a bien digéré les avancées de son genre de jeu. Perso, j'adore la possibilité de pouvoir faire des groupes d'unités aussi facilement associés à des raccourcis en haut. Genre je mets la grosse armada en 1, les héros en 2 et la garde défensive en 3. C'est un petit kiff stratégique que j'aurais aimé avoir dans plein d'autres RTS à l'époque. Et puis bon, le jeu est assez joli avec une DA un peu plus cartoon mais qui colle bien à l'univers. Et la vue à la troisième personne est toujours aussi grisante en termes de valeur d'échelle. Bon, Spellforce 2 est loin d'être exempt de défauts, en particulier sur son aspect RTS. Premièrement, et qu'est-ce que vous foutez ? C'est là-bas que ça se passe. Le pathfinding, la route que font les unités pour aller d'un point A à un point B, c'est une horreur absolue, limite pire que dans le premier jeu. Aussi, les maps ne sont pas très variées dans leur design et surtout... c'est assez difficile à exprimer, mais il y a un charme qui manque cruellement. Le souffle de liberté, le niveau de détail et de trucs à dénicher et à faire dans les maps de Spellforce 1, ici, en fait c'est plutôt absent. On a l'impression de recommencer des niveaux en boucle et d'alterner entre des donjons avec des mécanismes bateaux. Genre là on escorte des artisans qui peuvent mourir 10 minutes plus tard sans conséquence. Enfin je sais que faire une campagne pas répétitive pour un RTS c'est pas simple, mais là... Et s'il y a bien un aspect sur lequel Spellforce 2 ne brille absolument pas, c'est par son scénario. Déjà, Mage du
du cercle, convocation, Rowan. Enfin, il y avait tellement de portes ouvertes à exploiter dans le premier jeu, et là on part sur dragon, sans dragon et démon quoi. Enfin, comme avec Sacred, il y a un sale goût de course à ce qui marche en fantasy, quitte à bazarder l'identité de la licence. La trame ne manque pas de bons personnages et de moments bien cheesy à base de démons très méchants qui veulent dominer le monde. Enfin, j'aime aussi le RPG pour ça, mais quand, comme ici, ça rentre dans un ton qui désamorce les scènes, n'assume pas les tentatives épiques de sa trame, et bah c'est pas cool pour les joueurs, et bah c'est juste nul quoi. Notez aussi les soucis techniques, les plantages du jeu, pourtant dans la version définitive de 2024, et des problèmes de cadrage, enfin, caméra 2. D'un côté, Spellforce 2 est un réel bond en avant dans sa propre formule, qui souffre dès le début d'un dosage périlleux des éléments RPG et RTS, slalomant entre micro-gestion envahissante et un gameplay plus profond mais qui a du mal à cohabiter. Objectivement, Spellforce 2 est plus maniable, moins prise de tête et mieux équilibré, mais donc plus lisse, moins charmant, plus linéaire, et n'ayant toujours pas trouvé son identité. On sort donc malheureusement de Spellforce 2 avec un sentiment d'indifférence, là où son grand frère savait faire transpirer toute sa singularité. Spellforce 2 est reçu avec enthousiasme, même s'il reste largement dans l'ombre de Bataille pour la Terre du Milieu 2, le véritable carton du RTS de 2006 et en même temps un des tout meilleurs jeux de stratégie de l'histoire. Mais bref, ça pourrait aller pour Phénomic si son éditeur n'était pas dans une énorme crise financière. La société Joe Wood subit la deuxième faillite de son histoire après de nombreux procès pour la licence Stargate, la sortie catastrophique de Gothic 3 et une confiance des joueurs largement érodée. Phénomic se lance tout de même sur une première extension dont le développement avance bien, mais l'état financier dans lequel est Joe Wood est assez préoccupant. Phénomic ne compte pas s'embourber dans les galères de son éditeur et, coïncidence, Spellforce 2 a tapé dans l'œil d'un autre éditeur qui a fait savoir son envie de racheter le studio ainsi que de lui offrir de belles opportunités. Quoi ? Ah, c'est quel éditeur ? Electronic Arts acquiert Phénomic, qu'il rebaptise EA Phénomic, premier studio allemand racheté par la firme américaine, et l'extension est bâclée le plus rapidement possible alors que tout le studio est en pleine restructuration. Nommé Dragonstorm, ce pack additionnel contient des maps, des objets et des sorts tout neufs ainsi qu'une campagne principale, mais surtout un paquet de contenu coupé pour passer à autre chose, notamment à la possibilité de chevaucher des dragons qui était prévue. Après plusieurs reports trimestriels, alors que l'extension devait sans doute être déjà bouclée depuis longtemps, Joe Wood sort Spellforce 2 Dragonstorm le 23 mars 2007. Dragonstorm nous propulse 5 ans après les événements de Shadow Wars dans la peau d'un nouveau personnage, un guerrier de la rune, à la tête d'un groupe de mercenaires Shaikan. Alors que les portails de téléportation s'affaiblissent, notre mission est d'aller chercher de l'aide et un moyen d'endiguer cette menace. Bon, si la répétitivité du gameplay ne vous a pas refroidi pour vous enquiller 20 heures d'un scénario over the top avec des personnages assez insupportables ne vous dérange pas, Dragonstorm n'est pas une si mauvaise extension. À part ça, c'est du Spellforce 2, avec une faction supplémentaire, les Shaikan, qui permet de jouer aussi en escarmouche l'armée artificielle des lames du premier opus, ainsi que des dragons. On va pas s'en plaindre. Dragonstorm reçoit un accueil assez froid de la part du public et de la presse dû à son manque de contenu de jeu. C'est ainsi que se tourne la page de Phénomic sur la saga Spellforce qui s'engage sur un destin bien funeste. En bref, Phénomic est d'abord assigné comme studio de soutien avant de se voir confier Battleforge, un RTS multijoueur basé sur les 4 éléments avec des mécaniques de cartes à jouer. C'est un jeu assez moyen et un sacré échec qui pousse EA à relayer Phénomic au développement de jeux sur navigateur avec les grosses licences de l'éditeur, à savoir Lord of Ultima puis Command & Conquer Tiberium Alliances, qui bide assez terriblement. Tout ça conduit l'éditeur à finalement fermer Phénomic et licencier ses 60 employés en 2013, rejoignant le cimetière des studios tués par EA, aux côtés de Bullfrog, Westwood Studios, Pandemic, Interactive Entertainment, Victory Games Software, Serral BioWare Montréal. Allez, et sans rancune. Mais du côté de Spellforce, l'histoire est loin d'être finie, parce que Joe Wood vit encore, plus ou moins, et justement, c'est l'occasion de remplir le tonneau percé de ses finances en agitant les grosses licences histoire d'en tirer quelque chose. 2 ans après Dragonstorm, une seconde extension est ainsi annoncée, nommée Faith in Destiny. Et histoire de faire ça le moins cher possible, le développement est confié au studio indien Train Games. Mais si, Train Games, les gars qui ont fait Move Street Cricket. Non, Gothic 3 Faux Second Guns ? Ça promet. Bon, c'est le bordel, le développement est suspendu, repris, retardé, Joe Wood implose entre-temps et fusionné avec Nordic Games et décide de maintenir Faith in Destiny, qui est repoussé pour finalement devenir un standalone. Pas besoin du jeu de base pour y jouer, et est prévu pour 2012. Oui, 6 ans après Spellforce 2. D'ailleurs, il paraît même que le scénario est basé sur une fanfiction. Ça promet. C'est précisément le 19 juin 2012 que Spellforce 2 Faith in Destiny est publié. Spellforce 2
faith in destiny. Faith in Destiny se déroule 4 ans après Dragonstorm dans la peau d'un nouveau héros. Non mais ça suffit. Enfin j'ai plus d'idée de nom au bout d'un moment moi. Et juste un homme, fini la variété de choix, faut croire. Voilà, bon, on fait face à une nouvelle invasion de démons, les Innommables. Je connais des scénaristes qui n'ont pas fait d'efforts. Et il va falloir sauver une princesse en détresse chez ces mêmes démons. Sérieux. Avec des personnages qui ressemblent à votre daron à Polymanga et sa catgirl de compagnie, difficile de prendre l'histoire au sérieux. Donc après ça, c'est fini ? Attends, 4 maps ? Dont une qui est littéralement celle du tuto. Pour 20 balles ? C'est quoi cette arnaque ? Ajoutez que la nouvelle armée est beaucoup trop pétée et injouable en dehors du mode escarmouche. Bon, bah tout ça n'augure rien de bon pour la suite. L'accueil de Faith in Destiny est glacial, en particulier par les fans de Spellforce qui sentent que quelque chose ne tourne pas rond dans la licence depuis le départ de Phénomique, et ils ont bien raison. L'extension est accompagnée de 3 DLC faits par un autre studio, d'une inutilité qui n'a d'égal que l'indécence de leur prix, 4€ pour une carte bâclée finissable en 2 heures chrono et au scénario nadardesque et buggé, Le coût est assez terrible, les joueurs fuient la licence, surtout que StarCraft 2 rafle tout sur son passage, mais ça ne décourage pas Nordic Games qui met en chantier une 3e extension en standalone, Demons of the Past, développé par le même studio qui a fait les 3 DLC. Non mais y a non-assistance à personne en danger là. Donc, Mind Over Matters Studio, je vous rassure, ils ont plus fait de jeux vidéo après ça, écope de cette lourde tâche et dispose de 2 ans pour développer cette suite. Pas plus de 5 maps sont designées, faudrait pas non plus faire une entorse au clavier, et Spellforce 2 Demons of the Past est publié le 16 janvier 2014. Demons of the Past a pour ambition, et ce sans VF, sympa, de clôturer le formidable arc de scénario lancé par Faith in Destiny. Attends, je la connais cette map. Celle-là aussi, vraiment ? La moitié, littéralement, des maps sont recyclées de la campagne Shadow Wars. Bon, on est reparti avec un autre Shaikan qui va repousser une autre menace dans un autre village, et pour mener à bien la quête, il va falloir se rendre dans une espèce de paradis en s'enquillant la petite merveille de saloperie intégrée dans cette extension, les énigmes. 10 énigmes. Oh que oui, vous allez en bouffer des énigmes à la con, qui ont la merveilleuse caractéristique d'être complètement buggées. Et si c'était que ça, exemple pratique, l'énigme du labyrinthe de glace. Le labyrinthe est composé de 8 sections avec des portes situées aux 8 points cardinaux. Sauf que, comment savoir quelle porte emprunter ? Donc c'est au pif, en prenant masse de dégâts en plus d'un mur invisible qui fait bugger le personnage, voire le téléporter hors du labyrinthe. Du coup faut se fier au symbole rouge sur le sol là, ces symboles là qui signifient quoi ? Il y a 2 guides sur Steam consacrés à cette énigme et j'ai toujours pas compris. Enfin bref, un DLC au scénario ridicule qui avance par à-coups, bugs, contenu risible qui étire le temps artificiellement, pas nouvelle faction, mécanique ou quoi que ce soit, et des énigmes éclatées et imbitables. Sans doute une des pires entrées de toute la franchise Spellforce. Bon, Demons of the Past et Oni, c'est un jeu catastrophique, honteux, et on pense alors que la licence Spellforce aura le plus grand mal à se relever de ça. Et pourtant, Spellforce 3 est bel et bien mise en chantier après cette extension de la honte. Mais après une fusion entre Nordic Games et THQ, le 3e opus n'est confié ni à un studio indien, ni à d'illustres inconnus. Non, ce qui écope de la lourde tâche de ressusciter Spellforce, ce ne pouvait être qu'un autre studio allemand basé à Munich. Créé sur mesure pour le projet, alors que le RPG exigeant vivait une renaissance avec Wasteland 2 et Pillars of Eternity, le 3e opus est confié à un certain Grimlore Games. Si le projet semble artificiel et aller un peu à la catastrophe, le studio bénéficie du principal atout qui a fait la qualité de Spellforce 1, un temps de développement long et avec les mains les plus libres possibles. Composé d'anciens ayant notamment travaillé sur The Settlers 2 et Spellforce 2, l'équipe parvient à convaincre le scénariste des 2 premiers jeux de revenir écrire des centaines de lignes de dialogue pour façonner un jeu bavard s'adressant à un public exigeant. Il y a même des auteurs du merveilleux mode pour Skyrim Enderroll qui sont recrutés par le studio pour écrire un paquet de quêtes complexes, intégralement doublées par des comédiens. Car l'écriture est le focus principal de Spellforce 3. Il faut faire revivre cet univers en lui redonnant un souffle moderne et riche. L'ADA change radicalement, adoptant un ton plus sombre, plus gris et à l'univers mature. Révélé au public aux côtés de The Guild 3 et Aquanox 2, THQ Nordic souhaitant faire revivre les licences d'antan, l'annonce n'emballe pas le public de la Gamescom en 2014, mais le développement bat son plein, entraînant une longue période de crunch pour les 35 développeurs, pour qui il s'agissait du premier projet d'une telle ampleur. Le défi est énorme, si Spellforce 3 se plante, c'est non seulement un jeune studio qui n'aura pas pu faire ses preuves, mais aussi la licence Spellforce qui risque la mort après 2 entrées ayant méchamment érodé la base de fans. C'est donc après un retard d'1 an que Spellforce 3 est publié le 7 décembre 2017.
L'ambitieux scénario de Spellforce 3 nous plonge 518 années avant les événements de The Order of Dawn, et ce, sans VF, mais avec Gérald de Rive. This mission is important. Pragmatic as ever. Un mal pour un bien. Nous incarnons Tahar, la fille ou le fils d'un puissant mage ayant fomenté une rébellion contre les magiciens de la couronne, et nous sommes membres de la Garde du Loup, un ordre de guerriers d'élite. Ah, et il faisait visiblement un peu plus frisqué à l'époque au vu des tenues plus couvrantes, réchauffement climatique, que voulez-vous. Bon, globalement, le monde est dans un beau bordel, avec les orques sanguinaires, les elfes enclavés chez eux, et les humains faisant la chasse aux mages renégats sous l'influence d'un culte de fanatiques religieux, la pureté de la lumière. On part enquêter sur une mystérieuse infection magique se répandant dans la région, le brûle-sang, mais les circonstances font qu'on est accusé à tort du crime d'un autre garde du loup et incarcéré. Et pourquoi, partout où on va, j'atterris toujours dans une cellule? Vous en doutez, on s'enfuit, on établit un hub dans la cité abandonnée de Moulandir, qui est censé avoir été bâti après les événements du jeu, mais bon bref. Et on part rechercher un remède au brûle-sang, alors que la moitié de la terre de Eeo, nous en veut. Rassembler des compagnons et gagner la faveur de tas de factions, ainsi qu'accomplir de petites missions pour tout un tas de bons hommes. Après avoir rassemblé humains, orques et elfes, ainsi qu'un petit plot twist sur notre ascendance bien divine, on marche sur Greyfell, la capitale, arrêter l'invocation de gros machins. Bon, c'est un beau bordel et c'est bien galère, mais on arrive à nos fins, et notre héros ainsi que nos compagnons décident, pour clôturer cette aventure en beauté, de former un comité de mages de toutes les races et de tous les empires pour éviter que ce désagrément ne se reproduise, le Cercle des Mages. Spellforce 3 est un objet extrêmement intéressant. Le fait que ce soit un RTS sorti en 2017, une époque encore d'actualité où ce genre en est quasiment au point mort, vampirisé d'un côté par le MOBA et de l'autre par le 4X, malgré de rares exceptions qui sont de l'ordre de la formule consolidée, de la nostalgie ou de l'anomalie, et en fait c'est rare et précieux, d'autant plus avec ce degré d'ambition et d'originalité dans la proposition. C'est une vraie ratatouille du jeu vidéo, un mélange de formules de jeux de stratégie post-Starcraft 2, de RPG à l'heure d'un Diablo 3 bien éprouvé, et le tout enrobé d'une direction artistique et d'un setting qui doit se réinventer pour paraître le moins poussiéreux possible. Car ce qu'il y a de plus frappant, c'est le changement radical de direction artistique qu'a subi le troisième opus. D'une fantasy colorée assez bordélique à l'univers tolkienien, ici on découvre un univers plus gris, plus Game of Thrones, plus usé et plus habillé, fini les tenues de beach volley. L'univers qui reste dans le ton d'une fantasy épique avec l'implication de dieux, de grands guerriers et de destinées héroïques se part d'une esthétique grimdark qui a son identité simplement très différente de ses grands frères plus extravagants. Bon, je vais le dire, vue isométrique, narration très verbeuse, lore textuel omniprésent, monde gris et usé, dieux qui agissent activement sur le monde, thème de la destinée, de la mort, de l'identité, compagnons qui commentent la narration, groupe de héros à composer, texte d'ambiance sur des éléments en surbrillance bleue, mise en scène sobre ne manquant pas d'effets visuels, interface sombre rectangulaire, portrait de dialogue figé stylisé et feeling général clavier et souris en main. Ça me dit très vaguement un machin. Ouais, l'influence du CRPG old school d'Obsidian Pillars of Eternity se fait sentir absolument partout, et on sent que le département design visait vraiment ce bon vieux public de fous de lecture et de loot pour leur adresser ce Spellforce 3, et comment dire... C'est joli quand même, c'est plutôt bien jouable, j'aime bien les personnages aussi, pari réussi. Spellforce 3, c'est sans doute à la fois un des RTS les plus beaux et fournis de ces 10 dernières années. Visuellement, ça claque, les environnements sont très variés, la sobriété de la mise en scène ne fait que mettre en valeur les moments plus ambitieux, l'eau, le feu, l'herbe et les lumières, enfin je suis super fan. Dommage que la vue à la troisième personne du héros principal ne soit pas présente dans cet opus, parce que le sentiment d'échelle, l'identité de la saga, est ici parfaitement bien retranscrit. Genre regardez cette ville là. Rien qu'au niveau du scénario, c'est riche, verbeux comme j'aime, mais jamais écrasant. Il y a des factions, des luttes de pouvoir, on est au cœur de la politique de ce monde et de ses tensions, avec toujours le point d'honneur de la série à garnir l'histoire de plot twists bienvenus et d'une galerie de personnages complexes qui font de petits commentaires sur ce qu'on vit, prenant activement part à cette histoire faite d'alliances, de trahison et de réconciliation. Bon, maintenant, Spellforce 3. Vraiment. Bon, je vais pas vous faire la liste des incohérences, allez voir la vidéo du collègue Warmick, et à vrai dire, ça m'importe pas tant que ça que le jeu remette à plat le lore, surtout 10 ans après le dernier opus en date. Mais à part les mécaniques, que ce soit à cause des incohérences majeures et de l'ambiance générale du jeu, j'ai pas vraiment l'impression de jouer à une nouvelle entrée de la saga, et c'est assez dommage. Cependant, quand on commence à rentrer dans les mécaniques du jeu, on se retrouve devant un très beau travail. Mais bien dense, je sais pas si c'est parce que je joue en 4 tiers fenêtré pour les besoins de la chronique, mais je crois que j'ai perdu 3 points à chaque œil avec tout ce texte
texte à l'écran. Au-delà de ça, l'équilibrage du jeu reste plutôt bon. En tout cas, dans un mode de difficulté normal, j'ai apprécié de pas avoir trop de résistance lors des séquences chargées en lore et en scénario, et me laisser un peu galérer sur les grandes maps avec des bases ennemies ni trop simples ni indestructibles. On peut ici jouer seulement 3 races, hommes, elfes et orques, avec des styles de jeu quand même très différents et par-dessus tout complètement dépendants des unités de héros, largement plus puissantes que n'importe laquelle de vos troupes. Les unités soutiennent la force de frappe des héros et de leurs pouvoirs surpuissants, là où Spellforce 1 et 2 misaient plutôt sur l'inverse, et c'est une bien meilleure balance. La gestion en elle-même a aussi beaucoup été simplifiée, fini les ouvriers à contrôler, ici ils sont directement assignés à des bâtiments, il va falloir, à la manière de Dawn of War, contrôler des avant-postes plus éloignés pour acquérir des ressources et des unités supplémentaires. Bon, je regrette la disparition des groupes d'unités de Spellforce 2 et de manière générale l'interface peu ergonomique sur plein d'aspects, mais ça reste de l'ordre du détail. En fait, entre ça et d'autres simplifications, notamment au niveau de la collecte de ressources, c'est exactement ce qu'il fallait choisir pour la formule. Plutôt que de simplifier l'aspect RPG comme dans Spellforce 2, c'est bien plus pertinent d'affaiblir et d'automatiser l'aspect stratégique et d'enrichir les possibilités de personnages, le vrai cœur du jeu, finalement. Car sur l'aspect RPG, la richesse des builds possibles donne pas mal le tournis, avec pas moins de 7 arbres de compétences entièrement customisables au groupe de héros, permettant de réellement faire à la fois de beaux combos, de capacités et de synergie de groupe. Genre là j'ai mon gros guerrier qui s'occupe de frapper fort au contact et d'éclater les bâtiments, ma prêtresse archère qui soigne tout le monde individuellement ou en groupe, mon nain au contact qui buffe les unités alliées, héros et troupes, et ma voleuse qui fait de grosses attaques de zone à la chaîne. J'ai vraiment eu l'impression de n'avoir testé que 10% des combinaisons possibles sans jamais être frustré par des builds inefficaces, car on peut toujours compenser ses lacunes avec les troupes, certes faiblardes mais suffisamment efficaces pour bien soutenir mon personnage. Je pourrais encore passer des heures à décrire en détail les tonnes de possibilités offertes par Spellforce 3 et la profondeur de certaines mécaniques. Il fait partie de ces petites pépites injustement méconnues, à la fois ambitieux, minutieux et généreux. C'est un jeu qui, malgré son univers détaché de sa licence et tout de même très classique, offre de grands moments. S'il n'est pas parvenu à faire revivre le RTS, notamment à cause de son mode multijoueur déserté et assez mal conçu, ainsi que de très nombreux bugs à sa sortie, aujourd'hui heureusement corrigés, Spellforce 3 mérite, à l'image des 2 opus précédents, d'être lancé dans sa version Reforced au moins une fois pour tout amateur de RPG, de RTS ou de grands univers denses. Spellforce 3 sort dans un état technique très imparfait, si bien que certaines copies envoyées à la presse n'étaient simplement pas jouables. Le jeu se fait descendre malgré ses très grandes qualités, et Grimlore enchaîne pas moins de 20 patchs correctifs en quelques semaines pour sauver les meubles. Heureusement, le jeu devient beaucoup plus stable, mais la réputation du titre et du studio est entachée. Pour y remédier, THQ Nordic lance Grimlore sur une extension standalone, ne récurrent pas le jeu de base, avec pour objectif de proposer une toute nouvelle campagne, du contenu supplémentaire, mais surtout un jeu stable qui pourrait remettre la balle au centre. Cette extension porte le nom de Soul Harvest qui, même s'il ne comporte pas de système multijoueur classé, ce qui demeure étrange pour un RTS moderne, permet de faire des parties en ligne et profite d'une refonte complète de l'interface. Spellforce 3 Soul Harvest sort ainsi le 28 mai 2019. Soul Harvest se déroule 2 ans après les événements de Spellforce 3, bien qu'il en est assez indépendant, et on incarne le général Irev dans une aventure qui impliquera la présence d'elfes noirs qui absorbent les âmes d'ennemis tués et de nains très défensifs, les 2 nouvelles races jouables apportées par ce standalone. Le scénario nous pousse à stopper le retour du dieu de la lumière et de lutter contre un culte capturant des âmes. L'extension amène une interface remaniée, des mécaniques sensiblement améliorées, de nouveaux arbres de compétences, notamment l'arbre de nécromancie qui permet de faire de très beaux combos. C'est une bonne extension qui vient avec toutes les corrections de bugs et différents patchs après la sortie chaotique du 3e opus. Franchement, ça ou la version Reforced, l'expérience est sensiblement la même, avec une campagne plus courte et assez bien fichue, notamment ses quêtes secondaires. Ça peut être également une très bonne porte d'entrée pour Spellforce 3. Malgré les fonctionnalités manquantes ainsi que l'impossibilité de jouer à la campagne du jeu de base dans l'extension, Soul Harvest est reçu positivement, l'aventure tenant ses promesses et le jeu étant dans un état technique bien plus acceptable. Grimlore se met alors au travail sur une ultime extension nommée Fallen God, également en standalone à la manière de Soul Harvest. On intègre enfin un mode multi-classé et un éditeur de cartes à la demande des fans, et Spellforce 3 Fallen God est publié le 3 novembre 2020.
Fallen Gun nous permet de suivre 50 ans après les événements de Spellforce 3 l'histoire du clan des Rôdeurs de la Lune, victime d'un assaut meurtrier de la part d'un groupe d'humains braconniers. Le clan est alors en exil et on va devoir conclure des alliances louches et mener des combats pour trouver une nouvelle terre et assurer la protection de la tribu. Cette extension n'apporte pas de modifications majeures, quelques sorts qui changent, pareil pour les arbres de compétences, une simple nouvelle faction, un système de crafting dans la campagne, on reste sur la même interface et les autres modifications de gameplay sont assez mineures. Par contre, la campagne, elle, malgré une durée courte, bien que correcte pour une extension, est merveilleusement bien écrite. Personnages nombreux et attachants, concept de voyage temporel remanié et adapté à la culture des trolls, culture qui est un vrai dépaysement, le clan ayant sa propre philosophie et manière de penser, et plusieurs fins différentes au scénario ainsi que des choix moraux. C'est une très bonne aventure au ton différent que je ne saurais que vous recommander si la proposition de Spellforce 3 vous a convaincu. Fallen God sort dans une certaine indifférence de la part du public, mais salué par les quelques joueurs l'ayant parcouru. Malheureusement, le mode multijoueur n'attire pas les foules et il est difficile de trouver des adversaires. C'est pourquoi une version free-to-play, nommée Spellforce 3 Versus, sort dans la foulée, histoire de revivifier l'intérêt. Bon, c'est une version assez tronquée et le coche est de toute façon raté. Spellforce 3 ne sera pas un grand RTS multijoueur malgré ses mécaniques bien huilées. Mais que voulez-vous, on peut pas toujours être au rendez-vous. Grimlore tourne alors la page de Spellforce ayant décroché une licence de Diablo-like mythique avec la lourde tâche de faire revivre son univers fait d'hoplites, de temples et de gorgones, Titan Quest. Mais c'est une toute autre aventure. THQ Nordic est ainsi fort d'une licence Spellforce revivifiée et décide de diversifier la série dans un tout autre genre, le jeu de grande gestion 4X en tour par tour avec le spin-off Spellforce Conquest of EO. Confié au studio Owned by Gravity, les papas de fantasy générale. D'abord sorti dans un trop court accès anticipé, ce jeu annexe ne sort pas plus tard qu'en février 2023. Conquest of EO prend place entre les événements de Spellforce 3 et de Spellforce 1 et décide au niveau du lore de réconcilier les fans déçus par les incohérences du troisième volet en faisant office de trait d'union. Conquest of EO lorne du côté de Age of Wonders et est tout à fait pertinent et intéressant dans sa mécanique, malheureusement trop peu poussé par endroits, ainsi que l'accent mis sur son scénario plus élaboré que la concurrence. Malheureusement de médification pas de VF et avec une interface pas toujours très claire, il a pour mérite d'appliquer cette fois au genre du 4X la formule unique de Spellforce. Expérimenter et hybrider les genres pour faire naître de nouvelles formules. C'est ça, la principale force de la série, ainsi que la raison de mon attachement pour la licence Spellforce. C'est une saga vivante après 20 ans d'existence qui n'a choisi presque à aucun moment de suivre le courant et de demeurer une constante force de proposition. Que ce soit le pari fou de Spellforce 1 et son gameplay qui ne ressemble à aucun autre, le perfectionnement graphique et mécanique de Spellforce 2 et le coup de poker que représente un jeu du calibre et de la densité de Spellforce 3. C'est une licence injustement méconnue qui a pourtant tenté de faire bouger par sa vitalité une grande variété de genres pourtant prompts à regarder en arrière ou à stagner sur ses acquis. Ce sont des jeux surprenants par leur audace et par leur réalisation, déconcertants mais qui ont cette identité que peu d'autres sagas possèdent. Par sa nature, Spellforce est de ces jeux qui questionnent le genre du RPG et au-delà, et le moins que je puisse faire, c'est de vous enjoindre à lui donner sa chance et à lui souhaiter, après 2 décennies d'existence bien mouvementée, de continuer à nous procurer ce frisson d'aventure et de dépaysement clavier et souris en main lorsque je parcours les régions de EO. La plupart des jeux Spellforce sont facilement jouables aujourd'hui, grâce à la vitalité formidable de cette licence pourtant bien peu célèbre. Vous trouverez The Order of Dawn accompagné de Breath of Winter et Shadow of the Phoenix dans une édition Platinum pour Spellforce 1, ainsi que Shadow Wars et Dragonstorm dans une version Anniversary de Spellforce 2 sur Steam et GOG pour une bouchée de pain, d'autant plus en solde. Spellforce 3 est divisé en 3 jeux, Reforce pour sa version de base, Soul Harvest et Fallen God, chacun jouable indépendamment, ainsi qu'une version Versus pour vous essayer gratuitement au mode multijoueur, malheureusement plutôt déserté. Ah oui bon, Faith in Destiny et Demons of the Past sont dispo sur Steam et GOG, mais bon, il y a trop de bons jeux dans ce monde pour claquer de l'argent dans cette paire de daubes vidéoludiques. Concernant Phenomic, qui a été fermé par EA, la plupart des développeurs, dont ce cher Foika Vertish, mais pas que, sont partis fonder Envision Entertainment à Francfort, donner un coup de main à Ubisoft pour le remake un peu moyen de The Settlers, mais surtout travailler sur une vraie suite spirituelle à la série, Pioneers of Pagonia, en accès anticipé quand je tourne cette vidéo, un projet très
prometteur et réussi. Vous n'imaginez pas à quel point j'avais envie de partager avec vous ma passion pour la licence injustement méconnue des Spellforce. D'ailleurs, un gros merci à Wormic, youtubeur anglophone spécialisé sur la licence, pour son aide et tout son travail. Allez absolument voir son contenu. J'espère de tout mon être que cette vidéo vous aura poussé à découvrir ou redécouvrir la licence, et pour les fans déjà convaincus, que j'ai bien rendu honneur à la saga. D'ailleurs, la meilleure manière de me soutenir dans ce travail de rétrospective est de faire un tour sur ma page Patreon. Même le plus petit soutien me permet de produire indépendamment ce genre de contenu. Ma ligne éditoriale ne suit qu'une seule règle, faire des vidéos que j'aurais eu envie de voir et proposer le meilleur travail possible. Si vous avez apprécié, je vous enjoins aussi à partager la vidéo, à la liker et à vous abonner, ainsi qu'à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines sorties. Je vous invite aussi à glisser en commentaire et à parler de votre expérience avec les différents jeux Spellforce, surtout si vous les avez découverts à l'époque. Je serais très curieux de vous y lire. Sur ce, à très vite pour la suite.